Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous allons aborder un sujet essentiel qui concerne évidemment la conjonction entre les actions de la Fondation AG2R La Mondiale et les objectifs de développement durable. Vous savez que c'est notre fil rouge, ce sont nos fils rouges, les ODD. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'économie circulaire qui correspond bien à cette volonté exprimée par les ODD de à la fois, je dirais, économiser, utiliser plus intelligemment et d'une certaine façon revivifier, mais aussi intégrer. Les trois exemples qui vont vous être présentés sont très intéressants parce qu'ils montrent la diversité de l'économie circulaire que l'on a appliquée, qu'on croyait applicable au départ plutôt à tel ou tel type d'activité, et en réalité, on se rend compte que l'économie circulaire est applicable de manière très diverse, très multiple, j'allais dire très, très plurielle. Et on en a un bel exemple aujourd'hui où on a trois cas. Un cas qui concerne les livres et d'une certaine façon la façon de transférer les livres des uns aux autres. Et donc c'est une circulation, effectivement. Le deuxième cas qui est celui des cycles, et un cas là d'auto-réparation plutôt, et puis les meubles, et là il s'agit à partir de déchets, notamment du cuir, de transformer et comme je le disais tout à l'heure, revivifier. Je crois que ces trois exemples sont très intéressants parce qu'au moment où nous avons pris connaissance des conclusions de la dernière COP, conclusion mi-figue, mi-raisin, comme nous le savons, il est important non pas de se consoler, mais de constater que les associations, les coopératives, souvent d'insertion, d'intégration et d'économie circulaire en général, sont dans l'action, sans attendre qu'on leur donne la permission, si j'ose dire, d'une certaine façon. Et donc, c'est cette vie concrète, cette mise en circulation nouvelle, concrète, que nous allons éclairer à nouveau aujourd'hui. Et donc, je vais demander à Émilie Habert d'abord de nous rappeler le cadre, celui des ODD, qui, encore une fois, justifie, si besoin, l'action de la Fondation. Et ensuite, nous passerons la parole à l'ADEME et aux trois exemples. Et enfin, euh, en conclusion, à quelqu'un qui a beaucoup circulé dans l'économie circulaire. Mais je vous laisse les découvrir. C'est à vous, Émilie. Merci, Président. Donc, je suis Émilie Habert, chargée de mission à la Fondation AG2R La Mondiale. Et effectivement, pour redonner quelques éléments de contexte, déjà rappeler qu'AG2R La Mondiale, c'est un groupe qui s'est engagé pour le développement durable depuis de nombreuses années, et ce, dans ces trois métiers d'investisseurs, d'assureurs, mais aussi d'employeurs. Donc, le groupe est signataire des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies depuis leur création en 2003. Et il prend en considération ses préoccupations d'ordre social et environnemental dans l'exercice de l'ensemble de ces métiers. Le groupe a choisi une raison d'être et l'a inscrite dans ses statuts. Et celle-ci constitue vraiment la boussole, nous guide dans nos modèles d'affaires. Le groupe prend appui sur les ODD pour accélérer sa démarche de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. La Fondation, bien quant à elle, elle agit dans l'intérêt général et elle a également décidé en juin 2020 de faire des ODD un élément de sa feuille de route. Et depuis 2021, l'équipe du secrétariat général vous propose ce petit journal illustré des objectifs de développement durable pour vous permettre à toutes et tous de comprendre ce que sont les ODD, mais surtout de mettre en valeur la contribution à la fois fondamentale et ancienne du monde associatif et des acteurs de l'économie sociale et solidaire en qualité de réponse à ces ODD. Alors, les ODD, concrètement, qu'est-ce que c'est? En 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté un agenda de développement durable à l'horizon 2030 et c'est un programme qui s'énonce en 17 objectifs de développement durable qui sont eux-mêmes déclinés en 169 sous-objectifs. Donc, ces objectifs, ils s'adressent bien en priorité aux États membres signataires,
Mais en réalité, leur réalisation, elle implique l'ensemble des acteurs de la société civile. Et il faut entendre par là que ce sont les entreprises, comme les syndicats, les ONG, les citoyens et également le monde associatif. Et cet agenda, il suit un fil rouge selon lequel pas de prospérité sans protection de la planète et avec des objectifs généraux qui sont bien que la transition écologique, elle se doit d'être juste, mais qu'il faut également sécuriser les populations et ne laisser personne sur le bord de la route et garantir une certaine prospérité pour tous, sans quoi bien la transformation des modèles ne pourra pas se faire. Et pour agir et agir efficacement, bah, il faut garder à l'esprit que les actions doivent avoir des impacts multiples parce que les problèmes ne peuvent pas se traiter de manière dissociée. Effectivement, la lutte contre la pauvreté est indissociable de la lutte contre le changement climatique, laquelle va également dépendre d'une capacité collective des sociétés à modifier les systèmes productifs. Et tout cela ne pourra pas se faire sans un bon niveau tant d'éducation que de formation ou alors des partenariats et des alliances à l'ensemble des échelles de la société. Alors, comme l'a dit le président de la Fondation en démarrage, aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement au sujet de l'économie circulaire. Je ne vais pas rentrer dans la définition même de l'économie circulaire parce que je laisserai Monsieur Marion de l'ADEME le faire et ce sera fait de manière tout à fait précise et circonscrite, mais simplement rappeler que l'économie circulaire est une réponse à de nombreux objectifs de développement durable. Donc, on a choisi de vous en mettre quelques-uns un peu plus en avant. Mais il faut savoir que ces objectifs de développement durable sont donc bien tous interconnectés. Quand on agit sur un, on peut agir sur d'autres à la fois. Donc, nous avons cité ici en priorité l'objectif de développement durable 12, consommation et production responsable, qui vise à interpeller les usagers sur leur rapport aux objets utilisés, aux déchets générés et à leur impact sur la planète. Mais on peut citer également le 9 relatif à l'industrie, innovation, infrastructure, le 11 sur les villes et communautés durables qui va, par exemple, traiter de la question des déchets ou de la question de la mobilité ou de la construction. On peut citer l'eau propre, l'ODD 6, dans sa cible 6.3. Il y a la volonté d'ici 2030 d'améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution et en éliminant l'immersion de déchets, donc en gérant ces déchets. Voilà, donc c'est vraiment l'économie circulaire embrasse nombreux de ces ODD et la liste n'est pas exhaustive, vous l'aurez compris. Donc la tâche est dense et puis l'échéance plutôt courte, mais l'économie sociale et solidaire apparaît vraiment comme un moyen d'accélérer la mise en œuvre de ces ODD, en particulier pour inventer des nouveaux modèles de production et de consommation. Peut-être aussi pour tordre un peu le cou à des pratiques d'actualité et proposer des alternatives, comme par exemple des alternatives au Black Friday qui peut pousser à la surconsommation. Par ailleurs, et l'actualité le montre quotidiennement, nous sommes dans un monde aux ressources limitées et donc il est vraiment indispensable de réfléchir à ces autres manières de consommer. Comme ça a pu être dit au démarrage, et ça se fait depuis les années 60, les associations et coopératives, et en particulier les structures d'insertion, se sont engagées en faveur du réemploi, de la réutilisation et du recyclage des biens en fin de vie, donc objets, meubles, appareils électriques, électroniques, et se sont distinguées des entreprises classiques parce qu'elles mettent bien souvent ce projet d'économie circulaire au service d'une finalité sociale. En particulier la lutte contre l'exclusion et l'accès aux biens de première nécessité. Ce mouvement, aujourd'hui, s'inscrit dans un cadre juridique qui s'est établi, notamment avec la loi AGEC, Anti-gaspillage et économie circulaire, de février 2020. Alors nous, au niveau de la Fondation AG2R La Mondiale, dans le cadre de nos activités, et notamment de notre axe autonomie par le travail, nous avons repéré et nous repérons ces initiatives d'organisation qui associent à la fois finalité sociale et environnementale et qui fondent leurs activités et l'accompagnement au retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées ou qui sont fragiles autour de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, comme on a pu l'évoquer, ce sont 3 projets associatifs qui agissent en ce sens, qui vont pouvoir vous livrer un petit peu à la fois leur constat, leur façon de travailler, leur perspective sur ce sujet. Avec Bouc Hémisphère autour du livre, les cycles heureux autour du vélo et puis Happy Up autour des déchets industriels. Ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Brunet de l'association Neptune pour conclure.
Mais tout d'abord, pour les propos introductifs, bien écoutez, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Marion, donc de l'ADEME, hein, l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Monsieur Marion, vous êtes directeur à l'économie circulaire. Et donc l'ADEME a travaillé autour de la roue de l'économie circulaire que j'affiche à l'écran et je vous laisse vraiment introduire ce sujet. Je vous donne la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir proposé d'introduire la notion d'économie circulaire. Je n'aurai pas la prétention de donner la définition de l'économie circulaire, mais juste la définition de l'ADEME à partir de laquelle on fonde, on base l'ensemble de nos actions. Peut-être un petit mot sur l'ADEME, juste de rappel. Alors, ce n'est plus l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est désormais l'Agence de la transition écologique. Donc le sigle ADEME en fait ne veut plus rien dire, c'est l'Agence de la transition écologique qui est un établissement public, industriel et commercial sous la tutelle principale du ministère de l'écologie et de la cohésion des territoires, donc Christophe Béchu, et une autre tutelle, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour tout le volet recherche. L'ADEME compte environ 950 personnes et un budget de moyens qui est alloué par nos ministères de tutelle de l'ordre de 980 millions d'euros par an pour accompagner en fait les politiques publiques décidées par le gouvernement et en ce qui concerne l'économie circulaire en particulier, celles qui sont définies dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 que vous avez citée et qui effectivement fixe un certain nombre d'objectifs sur ce qu'est l'économie circulaire, c'est-à-dire la maîtrise de notre impact sur les ressources naturelles, étant entendu que dans un monde fini, mais en croissance économique et démographique, on va rencontrer un problème si on continue à travailler sur un modèle linéaire, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus les capacités de s'approvisionner en matières premières. Et par ailleurs, les matières premières qui sont exploitées partout dans le monde et qui sont non renouvelables, mais nécessaires à la croissance des pays, je dirais, occidentaux, le sont parfois dans des conditions sociales et environnementales qui nous posent aussi question. Donc l'économie circulaire, pour nous, de notre point de vue, c'est assez repris, mais il peut y avoir beaucoup d'acceptions. C'est ça, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre d'éviter une pression croissante et intenable sur les ressources naturelles. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a souvent réduit la notion de l'économie circulaire à celle du recyclage, en considérant qu'on pourrait, par le recyclage, prolonger ad vitam aeternam la durée de vie de la matière et la remettre dans des cycles infinis, ce qui n'est pas le cas, simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dans un monde en croissance économique, en croissance démographique, et donc chaque année, on utilise à l'échelle mondiale plus de matières premières que l'année précédente. Donc, même si on recycle 100% de ce qu'on aura consommé sur une année, ce ne sera pas suffisant pour alimenter la croissance économique et la croissance démographique. Et la deuxième, c'est parce qu'on ne peut pas tout recycler. Par exemple, il y a des métaux dans les peintures de nos bâtiments. Ces métaux-là, on ne peut pas les recycler, en tous les cas, pas dans les conditions économiques qui permettent de la rendre viable dans le cadre d'un développement économique classique. Donc, je vais décrire, si vous voulez bien, un petit peu la vision qu'on a de l'économie circulaire, et puis après, je reviendrai très rapidement sur quelques sujets que vous avez abordés en introduction sur la relation entre le social et voire la pauvreté dans le cadre de l'économie circulaire. On distingue trois grands pavés qui sont ici en bleu, en vert et en orange. Premièrement, c'est la question des acteurs économiques. Comment est-ce qu'on embarque les acteurs économiques sur des modèles circulaires? Ça traite par exemple de la manière dont ils vont utiliser la matière première, plutôt issue de recyclage, à la place de matières premières vierges. Mais ça nécessite des changements assez fondamentaux de leur modèle, de leur approvisionnement, qui nécessite aussi le deuxième pilier de l'éco-conception, parce que je parlais du recyclage à l'instant, c'est très lié à la manière dont on fabrique un produit, et il y a dans la loi AGEC des modalités de règlement qui poussent à une éco-conception, une conception qui soit non seulement moins impactante sur l'environnement au moment de la conception d'un produit, mais aussi plus facilement recyclable au niveau du point de vie, de la fin de vie. Et puis deux objets très techniques, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité. L'écologie industrielle et territoriale, je peux en donner un exemple qui illustre exactement ce que c'est. On a dans la région nantaise un utilisateur de produits qui se fait livrer sur palette
et qui les jette historiquement une fois qu'il a fini, puisque son produit, ce n'est pas la palette, c'est ce qu'il achète. Et juste à côté de lui, un autre industriel qui achète énormément de palettes qui viennent du bout du monde parce qu'il en a besoin dans son système économique. Et en fait, il suffit de se dire, le premier industriel va livrer ses palettes en fin de vie au deuxième industriel. Et là, on est dans une boucle locale, vertueuse, qui est l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire comment est-ce que les industriels travaillent ensemble pour réduire leur impact au niveau global. Et on peut avoir la même démarche, évidemment, sur la chaleur fatale d'industriels. Et puis l'économie de la fonctionnalité, c'est l'idée qu'en réalité, on n'a pas besoin des produits qu'on utilise quotidiennement, on a besoin d'un usage. Et si, prenons l'exemple de la machine à laver, si on achète une machine à laver, l'intérêt économique du producteur de machine à laver, c'est qu'elle tombe en panne le plus rapidement possible pour qu'elle puisse être renouvelée. Or, l'usage dont on a besoin, c'est de laver des produits. Donc on peut se dire que la machine à laver reste la propriété du producteur et la loue en quelque sorte à l'utilisateur. Et à ce moment-là, l'intérêt va s'inverser. L'intérêt de la production de la machine à laver, ce sera de la faire durer le plus longtemps possible. Donc c'est un nouveau modèle en fait économique qui fonctionne bien, par exemple sur les pneus. Sur les poids lourds désormais n'achètent plus leurs pneus, ils achètent des kilomètres sur des acteurs comme Michelin, qui garantit une durée de vie de 100 000, 200 000, 300 000 kilomètres. Et là, c'est un dispositif vertueux qui favorise l'augmentation de la durée de vie. Ensuite, on a tout ce qui traite de la question des consommateurs en vert, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs pour qu'ils soient plus responsables vis-à-vis de leur consommation, en particulier par le sujet de la durée de vie, l'augmentation de la durée de vie. Et on a par exemple, c'est cadré dans la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, désormais une étiquette réparation sur nos produits électriques et électroniques qui permet au consommateur de savoir au moment de l'achat si son produit a une note de réparation qui est bonne, c'est-à-dire s'il aura la capacité de le réparer au fur et à mesure du temps pour qu'il dure le plus longtemps possible. Pourquoi? Simplement parce que même si on recyclait 100%, et c'est la dernière partie rouge, même si on recyclait 100%, ce ne serait pas suffisant. Donc il faut qu'on ait des modalités de comportement d'achat et de consommation qui soient le moins impactants sur les ressources et donc qui durent le plus longtemps possible. Donc c'est la question de l'accompagnement des consommateurs. Et puis en fin de vie, la question dont on a un petit peu parlé déjà, mais qui est finalement la plus simple, le recyclage qui va de la collecte des produits jusqu'à la transformation en nouvelles matières premières et encore derrière, qui va jusqu'à l'incorporation de matières premières issues de recyclage dans des process industriels en substitution de matières premières de première extraction ou de matières premières vierges. Et ces trois briques du recyclage sont trois briques qui doivent fonctionner ensemble et qu'il n'est pas simple de faire fonctionner ensemble. Tout simplement, quand on intègre la matière première issue de recyclage, elle n'est pas de qualité ou de texture ou de données techniques absolument identiques à ce qu'est une matière vierge. Et donc, ça nécessite des investissements. Et c'est ça le rôle de l'ADEME, que d'accompagner ces investissements, ces changements de comportement, ces changements de modèle économique auprès des acteurs, qui soient des acteurs ménagers, industriels ou du recyclage. Et le Fonds économie circulaire de l'ADEME, qui accompagne ces mutations, il est de 220 millions d'euros par an, historiquement depuis plusieurs années. Je voudrais juste donner quelques exemples sur les ODD, puisque c'est dans le contrat d'objectifs qui nous lie à l'État et donc qui nous attribue les budgets, la volonté et le principe d'aller aussi sur des questions d'ODD, c'est-à-dire d'observer l'ensemble des subventions qu'on apporte à des acteurs industriels ou même ménagers, observer comment est-ce qu'ils contribuent à la question en fait, de la pauvreté. Alors, on n'en fait pas des critères discriminants, mais on voudrait avancer là-dessus, et je dois dire qu'on n'a pas été très pionnier sur le sujet, mais désormais, il faut qu'on avance très fort sur cette subvention-là, en quoi elle participe aussi à la question sociale et de pauvreté. Le deuxième, c'est les contrats à impact sociaux. On s'est engagé en 2022 avec 10 millions d'euros sur les contrats à impact sociaux et environnementaux, et on va continuer en 2023 en mettant aussi une ligne de 10 millions d'euros sur des contrats en fait, sur lesquels il y a une volonté d'avancer sur des projets qui économiquement ne sont pas complètement viables, mais qui ont un volet important sur l'aspect social. Et le sujet est très vertueux, mais techniquement et financièrement un peu complexe à mettre en œuvre, puisqu'il nécessite un investisseur qui va apporter le financement nécessaire pour faire avancer le projet, et l'ADEME qui va garantir
la viabilité du dispositif par un soutien public. Et là, ça ne vise que des projets à impact, en particulier sociaux. Le deuxième et avant-dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que en matière d'économie circulaire, on a au moins sur une partie de l'activité la nécessité d'avoir une économie locale. La question du réemploi, de la durée de vie, elle ne va pas se faire à l'autre bout du monde. Donc on a tout un pan à organiser autour de la récupération locale de produits, de réemploi locaux de produits, et qui est très souvent opéré par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc qui ont des modèles économiques qui sont un peu compliqués à faire vivre et sur lesquels il faut qu'on avance sur, premièrement, un accompagnement quotidien pour que ces modèles-là puissent vivre, puisque ces boucles locales ne s'intègrent pas bien dans l'économie traditionnelle linéaire, et deuxièmement, d'essayer de les accompagner vers des modèles économiques qui puissent être un petit peu plus pérennes, mais dans la mesure où il s'agit beaucoup de structures qui ont dans leur vocation même la question d'insertion et du social, ça pose un certain nombre de difficultés, et on les accompagne historiquement. Je parle par exemple ici des structures comme Envie ou comme Emmaüs qui ont dans leur gène la question sociale. Et le dernier point, c'est que cette question sociale, en fait, on la retrouve historiquement dans l'économie circulaire, puisque dès le début du XXe siècle, les chineurs ou les recycleurs étaient agréés par le préfet de Paris pour aller récupérer dans la rue la matière qui avait de la valeur et qui pourrait remettre sur le marché. Donc cette question d'économie circulaire, en fait, et de localisation du local dans le social de l'économie circulaire, elle est en fait complètement historique. Et je finis en disant qu'elle a un impact très direct sur notre consommation en gaz à effet de serre ou équivalent de gaz à effet de serre, puisque la France est contributrice, vous le savez, à hauteur de 0,8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais en termes de production, l'économie circulaire a aussi l'intérêt d'avoir un impact très direct sur le CO2, puisque une grande partie de son action est par définition locale, et nos émissions d'équivalent gaz à effet de serre sont essentiellement liées à notre consommation à l'autre bout du monde, dans des pays qui ont des mix énergétiques très différents. Et on se rend compte qu'on a en particulier sur l'allongement de la durée de vie, donc sur la réparation, des millions de tonnes d'équivalent de CO2 à épargner, parce que faire durer son électroménager, par exemple, ça évite d'en acheter à l'autre bout du monde dans des pays qui sont très peu décarbonés dans leur mode de production. Ça, c'est des sujets qu'on explore aussi en matière d'économie circulaire, mais qui sont un peu récents et difficiles à quantifier. Merci beaucoup, Monsieur Marion, pour ces propos introductifs qui permettent de mieux comprendre ce qu'est l'économie circulaire et puis ces trois piliers qui reposent tant sur l'offre, le comportement des consommateurs et puis la gestion plus globale des déchets. Je vais désormais passer la parole à nos intervenants et commencer par vous, Madame le Maréchal de Bouc Hémisphère. Alors, si vous pouvez nous dire qui vous êtes, que fait Bouc Hémisphère, et puis nous livrer un petit peu votre constat sur l'économie circulaire, comment vous travaillez ce sujet, et puis vos perspectives. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laure Le Maréchal, je suis directrice administrative et financière en charge de la communication et de la RSE à Bouc Hémisphère. Alors, je vais tâcher de vous présenter ce qu'est Bouc Hémisphère. À l'origine, Bouc Hémisphère a été créé il y a plus de 12 ans maintenant, donc par Benjamin Duquesne. Un livre ne se jette pas. Voilà le constat de départ. Benjamin Duquesne est un collectionneur qui est tombé dans les livres quand il était enfant. Et donc, il a listé, il y a plus de 20 ans, sa collection de livres dans l'idée de trouver les manquants. En fait, il s'avère que des internautes lui ont demandé s'il pouvait lui acheter des livres. Et de fil en aiguille est né le site internet livresempoche.com. Donc, ce site fête aujourd'hui ses 20 ans. Voilà pour l'origine, en tout cas, du fondateur et qui a créé Bouc Hémisphère quelques années plus tard, en 2009. Parce qu'au final, il ne partageait pas assez sa passion du livre. Il était plutôt dans l'envoi de colis. Et donc, Bouc Hémisphère est né en 2009 avec un volet beaucoup plus social. Livre en Poche achetait les livres auprès de structures caritatives comme le Secours populaire, par exemple.
Donc là, l'idée, c'était aussi d'avoir un fournisseur local tout en créant de l'emploi solidaire. On était là vraiment sur l'économie circulaire. L'idée, c'était de remettre en circulation les livres qui dormaient sur les étagères ou dans les greniers. Voilà, donc l'idée de créer un circuit, de collecter les livres pour les remettre en circulation, tout en étant entreprise d'insertion. Donc voilà, Book Hémisphère a plus de 12 ans aujourd'hui. Pourquoi je vous ai parlé de livres en poche en amont? C'est parce que depuis 2018, livresempoche.com, en fait, le fondateur l'a transmis à Book Hémisphère en créant une coopérative. C'est-à-dire qu'on a regroupé donc l'association entreprise d'insertion Book Hémisphère avec donc le livresempoche.com. Et donc ça a été fait sous forme de coopérative. C'est une manière pour une association d'évoluer. Aujourd'hui, donc Book Hémisphère compte 31 salariés, donc une belle évolution, avec presque la moitié des salariés qui sont en parcours d'insertion. Donc là, on est vraiment sur un retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Donc en interne, on a une conseillère en insertion professionnelle qui est là pour les accompagner. Donc ça, c'est pour la partie vraiment entreprise d'insertion. C'est très spécifique parce qu'on a du turnover en interne. On est toujours en recrutement ou en formation de personnel. Donc c'est très spécifique, mais c'est bon signe quand on a du turnover aussi. Ça veut dire que les gens ont retrouvé un emploi parce qu'ils peuvent partir du jour au lendemain. Donc ils sont chez nous pour un minimum de 6 mois et un maximum de 2 ans. Voilà, donc on se veut vraiment être un tremplin vers l'emploi. Et ce qui permet ça, c'est notre activité, donc l'activité d'économie circulaire, qui est le réemploi du livre. Donc voilà, ça c'est notre activité principale qui est là depuis 20 ans finalement. Donc on collecte des livres. Alors beaucoup de personnes viennent en déposer directement sur place chez nous, donc à Kervignac dans le sud du Morbihan, entre Lorient et Vannes. Mais on a également plus de 200 partenaires à travers la Bretagne et particulièrement le Morbihan, puisqu'on est donc originaire du Morbihan. Et donc, depuis cette année, on s'est ouvert avec Carhaix. On a créé donc un établissement secondaire afin de développer la collecte en Bretagne. Donc, Carhaix, c'est central, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ça limite aussi notre empreinte carbone en évitant de faire redescendre tous les flux et d'avoir un site qui soit bien central. Voilà, donc pour quelques informations sur la collecte, aujourd'hui, on collecte 90 000 livres par mois. Voilà, depuis le départ, donc c'est plus de 6,5 millions de livres qui ont été collectés. Depuis 2 ans, on collecte aussi des CD, des DVD, des vinyles, des jeux vidéo et des jeux de société. Donc, on a élargi, en fait, nous, notre activité aux produits culturels. Alors, tout ce que l'on collecte, c'est trié. Donc, chaque livre est trié un à un aujourd'hui chez nous. On a un taux de réemploi qui est assez important, notamment si on compare avec des recycleries. Nous, on est aux alentours de 45%. Donc, tout ce qui est abîmé, que l'on a déjà en 10 exemplaires, par exemple, gribouillé, etc. Donc, tout ça, ça part au recyclage. De toute façon, ici, on ne jette rien, tout est réemployé. Même les cartons que l'on va collecter avec les livres, par exemple, on a acheté une machine et on réemploie donc le carton sous forme de calage que l'on utilise dans notre activité de e-commerce. Voilà, donc tous les livres que l'on collecte ont une issue. On en donne une partie pour un public prioritaire. On en vend pour financer la structure. Donc, on en vend à des particuliers via notre boutique, mais également des braderies que l'on organise à Kervignac, dans le Morbihan, mais aussi donc à Carhaix depuis cette année où il y a une réelle attente. Pour les particuliers, on vend également sur Internet, donc sur livresempoche.com que j'évoquais tout à l'heure. Grâce à l'ouverture de Carhaix, du coup, on propose de plus en plus de livres. Donc, 500 000 livres sont en stock aujourd'hui. Donc là, vous envoyez à l'écran une partie. Donc là, c'est une préparatrice de commande qui va donc chercher un livre qui a été vendu sur Internet. Voilà, on expédie
plus de 21 000 livres par mois via Internet. Donc voilà pour la partie particulier. Et puis on vend également à des professionnels du livre ou de la décoration. Donc des professionnels du livre, ça peut être quelqu'un qui va faire les marchés, qui va vendre les livres. Donc là, ils vont nous les acheter en lot. Et puis pour la décoration, donc là, ça peut être un architecte pour refaire la décoration du hall d'entrée d'un hôtel, par exemple. Et là, on a des demandes très spécifiques. On répond à des cahiers des charges. Ça va être la hauteur du livre qui va importer pour que ça rentre sur les étagères. Et puis après, ça va être des demandes telles que je souhaite 5 mètres linéaires de livres bleus, voilà, ou de livres blancs, ou de livres sur la thématique de la montagne ou sur Paris. Donc des demandes très particulières, mais qui nous permettent de remettre en circulation des livres qui n'auraient pas été lus parce que désuets, par exemple, ou parce que l'on a dans un nombre d'exemplaires trop important. Donc, c'est une issue qui reste petite pour nous, mais en tout cas qui est très intéressante. L'activité, elle permet la création d'emplois solidaires, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a des opérateurs de collecte, des opérateurs de tri, également de saisie pour la vente en ligne, puisque chaque livre doit être scanné et référencé. On a des préparateurs de commandes, comme vous le voyez à l'écran, des postes de vendeurs aussi, standardistes, services après-vente. Donc voilà, on essaie d'avoir un maximum de postes pour aussi que les salariés en insertion acquièrent de nouvelles compétences, un maximum de compétences lorsqu'ils passent à Book Hémisphère. Donc voilà pour cette première partie, je dirais, sur la présentation de Book Hémisphère. Je dirais qu'on collecte 2 fois plus qu'il y a 4 ans, par exemple. On était à 45 000 livres, on est à 90 000 livres par mois aujourd'hui. Il y a vraiment une attente de la population. Un livre, ça ne se jette pas. Voilà, donc il y a des millions de livres qui sont édités chaque année en France. Donc la source, elle est vraiment hyper importante. Je vais juste préciser qu'on est structuré, nous, en coopérative, en SCIC. Les SCIC fêtent leurs 20 ans également cette année. Pour nous, c'est hyper intéressant. On est à but non lucratif, c'est indiqué dans nos statuts. Voilà, donc c'est une structuration très innovante où un homme égale une voix. On se doit d'être économiquement viable. Donc ça, c'est pas évident non plus sur des livres qui sont vendus en moyenne à 3 €. La concurrence, elle est très importante sur le web. C'est par exemple moins cher d'expédier un livre d'Allemagne à France que de France à France. Donc nous, on va aussi se diversifier et ne pas s'enfermer aux produits culturels. Donc on ouvre également une activité de logistique puisqu'on sait faire. Et puis on va également ouvrir pour 2023, donc avec un projet de réemploi sur d'autres produits. Voilà, je vais conclure en disant qu'il faut consommer responsable et que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. On retiendra donc qu'un livre ne se jette pas et qu'effectivement la consommation locale est primordiale. Merci Madame le Maréchal. Merci. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Motte des Cyclereux et donc on part faire du vélo en économie circulaire. Merci Émilie, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les Cyclereux. C'est une structure de l'économie solidaire et de l'économie circulaire basée sur Toulouse, qui a développé un parcours de formation vers les métiers de la mécanique vélo et de l'industrie. En fait, le constat de démarrage des Cyclereux, il est vraiment parti du bassin d'emploi de l'agglomération toulousaine, qui est largement porté, comme on le sait un peu tous, par les métiers de l'industrie aéronautique, voilà, qui avait du mal à recruter notamment des opérateurs de niveau 5, type soudeur, peintre industriel ou usineur. Et en parallèle, une activité autour de la mécanique vélo qui était clairement en développement sur l'agglomération toulousaine et qui suivait aussi une dynamique nationale. Donc l'idée, c'était de comment on crée un support d'activité qui nous permette de faire de la transmission de compétences et d'amener des salariés en parcours d'insertion vers des métiers où il y a du réel potentiel d'emploi. C'était tout l'enjeu des Cyclereux. Et pour y arriver, on a décidé de travailler sur les vélos et la refabrication de vélos. Sur l'image que vous avez en face de vous, c'est les 2 marques que Cyclereux a développées. À droite, Cyclereux, à gauche, Bicyclette.
Cycle Heureux, c'est un vélo sur mesure, issu du réemploi. En fait, le client va venir au magasin, il va dire, en l'occurrence, si je prends le vélo que vous avez en image, va nous demander donc un vélo de ville. J'imagine que c'était plutôt pour une dame et qu'elle mesurait aux alentours d'1,70 m. Elle voulait du vert fougère, un panier à l'avant et un porte-bagages à l'arrière. Et elle a choisi également sa selle et ses poignées en marron. Voilà. À partir de ça, nous, on va se mettre en quête de trouver un vélo dans notre stock de vélos récupérés un peu partout, un vélo issu du réemploi, donc un vélo qu'on aura récupéré, qui soit adapté à la commande. Et ensuite, les salariés qui travaillent au sein des Cycles Heureux vont travailler à la refabrication complète du vélo, ce qui nécessite un démontage complet du vélo, un sablage du cadre de vélo, une peinture du cadre avec une technique de thermolaquage, c'est-à-dire la peinture en poudre cuite, et ensuite un vernis qui est apposé sur le cadre de peinture. Et ensuite, le plus gros du travail va être, même si la première partie était quand même tout à fait conséquente aussi, va être de remonter le vélo avec ses différents éléments. L'idée, c'est aussi de pousser la logique de récupération jusqu'au bout. Alors, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais par exemple, nos poignées de vélo sont réalisées à partir de cuir. Après, il y aura une autre personne qui travaille beaucoup plus que nous sur le cuir, mais nous, on récupère des canapés sur déchetterie, dont on va découper le cuir pour en faire nos poignées de vélo, et on termine ça avec un bouchon de bière qui permet d'être vraiment dans une logique de récupération jusqu'au bout. Les paniers à vélo sont, alors pas celui-ci, mais ceux qu'on installe plutôt à l'arrière du vélo, sont réalisés à partir de caisses de vin qu'on aura entièrement customisées. Sur la gauche, vous avez Bicyclette, qui est un vélo alors plus connu, c'est-à-dire quoi, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus globalement dans les structures qui travaillent autour du vélo de récupération. Donc c'est un vélo sur lequel on change câblerie et patin de frein qu'on met en neuf. Ensuite, il est entièrement révisé par l'équipe des Cycles Heureux et garanti 3 mois. Sur ce vélo, on a la possibilité de proposer des tarifs solidaires, notamment pour les bénéficiaires de minima sociaux et les étudiants, ce qui nous permet de développer aussi la logique de l'essor de la pratique du vélo sur l'agglomération toulousaine. À partir de cette activité de refabrication et de travail autour du vélo, donc on a donc créé un parcours de formation de 250 heures, 250 heures de formation qui vont se découper selon, il va y avoir 70% du temps de formation en situation de production. Donc, en l'occurrence, la collègue qui est là travaille par exemple sur la peinture d'un rack à vélo dont je vous parlerai tout à l'heure. L'idée, c'est qu'elle va développer des compétences techniques en situation de production avec un encadrant technique formateur sur les différents ateliers où elle va pouvoir travailler. L'idée, c'est aussi de travailler sur le développement des savoir-être, ponctualité, respect de consignes, travail en équipe. C'est des choses qu'on travaille énormément au Cycle Heureux, comme beaucoup de structures d'insertion par ailleurs. 30% du temps va être réalisé en salle, avec des cours de français langue étrangère pour les personnes qui en ont besoin au sein des Cycles Heureux, sachant que ça fait partie de l'ADN des Cycles Heureux de pouvoir accompagner des personnes qui vont être primo-arrivantes sur nos métiers, parce qu'en s'appuyant sur les compétences acquises dans le pays d'origine, on arrive vraiment à de vrais résultats en termes d'insertion professionnelle dans le pays d'accueil qui est la France. Des cours de mathématiques, parce que les cours de mathématiques sont nécessaires pour l'entrée en formation qualifiante, notamment sur les métiers de l'industrie. Des ateliers de technique de recherche d'emploi qui sont aussi nécessaires pour savoir se présenter face à un employeur, et des ateliers autour du numérique pour essayer de travailler sur les logiques de fracture numérique. 250 heures de formation, un stage obligatoire dans les 3 premiers mois, et des résultats sur 2021 qui sont pour nous hyper encourageants en termes d'insertion et de réussite. C'est 100% des personnes qu'on a accompagnées qui ont trouvé une solution d'emploi ou de formation qualifiante. Donc, ce principe de logique de formation sur un support d'activité qu'on considère comme vraiment adapté permet d'amener des personnes à un moment qui ont un accident de parcours dans leur vie professionnelle à trouver une solution d'emploi.
Pour arriver à ces réussites-là, il y a une équipe aussi encadrante avec 2 encadrants techniques formateurs. Un qui est EduxP en mécanique vélo, une autre qui est créatrice de luminaires et qui va s'occuper de toute la partie industrielle et vente, créatrice de luminaires à partir de récupération, et puis qui a un diplôme aussi en métallerie et qui va donc travailler aussi sur la vente. Une personne qui est coordinatrice emploi-formation et qui est psychologue de formation, donc une prof de FLE en interne, et moi qui dirige la structure. Donc c'est une équipe, je pense engagée pour arriver à tenir ces résultats-là. On a aussi équipé Cycleureux de machines industrielles neuves. On en a vu quelques images avant, cabine de sablage, compresseur, cabine de thermolacage, cabine table à souder, voilà. C'est des investissements qui ont été assez importants, voire très importants, et qui étaient hyper importants pour moi parce que j'ai vraiment une volonté que les salariés puissent se former dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on n'aurait pas réussi ça non plus, c'est le moment aussi de le dire, sans le soutien de la Fondation AG2R La Mondiale, qui a participé au financement de ces machines-là et qui nous permet de faire, d'arriver aujourd'hui à ces résultats-là. Alors, on parlait de perspective tout à l'heure. Je voulais juste souligner 2 choses. Donc, nous on a historiquement travaillé sur le vélo. On a des cadres de vélo dont on n'arrive pas à remonter des vélos parce qu'ils vont être trop abîmés. Donc, c'était des choses qui partaient à la ferraille, au recyclage, comme disait monsieur Marion. Je veux dire, on sait faire en France le recyclage. L'idée, c'est de dépasser le recyclage et d'être vraiment sur une logique de réutilisation. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on pouvait en faire. On réalise donc des garages à vélo réalisés à partir de vieux cadres, de fourches soudées, qui sont transmetteurs de compétences pour les salariés qui travaillent au sein des Cycleureux et qui permettent surtout, pas surtout, et qui permettent de détourner des filières de recyclage des anciens vélos pour faire réellement du réemploi. Et désormais, on commercialise ça auprès du plus gros bailleur privé d'Occitanie. Et bientôt, on va travailler très certainement avec la mairie de Toulouse et puis le conseil départemental là-dessus. Donc nous, c'est aussi une vraie fierté pour nous de voir ces objets commencer à s'installer durablement sur l'espace urbain. Et pour nous, qui a complètement un sens, effectivement, parce que issu du réemploi, on a également créé du mobilier de jardin avec une table avec des roues de vélo et un guidon que j'aurais dû vous mettre aussi en image, mais qui permet en fait au gré du soleil ou de l'ombre à une seule personne de pouvoir se déplacer la table avec du bois de palette de récupération et des éléments de vélo. Donc l'idée en tous les cas, c'est toujours être dans une logique d'innovation de ce qu'on peut réaliser et produire à partir de matériaux de récupération. Et enfin, après Cycleureux, je travaille actuellement sur le développement d'une nouvelle structure qui va travailler aussi, parce que ça va être un vrai enjeu, et c'est d'ores et déjà un énorme enjeu, sur le réemploi des matériaux du bâtiment et de faire en sorte qu'on puisse sourcer auprès d'opérations de démolition des matériaux du bâtiment qui puissent permettre à réhabiliter le lieu où les Cycleureux est installé, c'est-à-dire un tiers-lieu au niveau de la gare de Toulouse. Et donc toujours d'être dans une double exigence, créer de l'emploi local non délocalisable et parallèlement tenter de limiter l'impact que l'on peut avoir sur notre environnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Florent pour votre témoignage. En tout cas, on comprend bien que s'engager dans l'économie circulaire et insertion professionnelle, ça nécessite effectivement de conjuguer plusieurs impératifs. Et vous l'avez bien dit, tant une équipe engagée que de la technicité, une satisfaction client, tout en proposant des tarifs solidaires. L'équilibre est compliqué et bravo pour votre action. Merci beaucoup. Je passe la parole à Valérie Fernani de Happy Up. Et à votre tour de nous expliquer comment vous travaillez ce sujet de l'économie circulaire, sur quels matériaux, et puis un peu vos constats et perspectives sur ce domaine. Et bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Fernani, je suis directrice d'Happy Up, qui est une structure d'insertion. Nous avons une forme principale d'atelier chantier d'insertion et une toute petite entreprise d'insertion qui sont associées dans un même projet. Et nous intervenons uniquement sur l'économie circulaire.
Donc, avant de vous décrire un petit peu plus ce que nous faisons, peut-être quelques chiffres pour nous déterminer. Nous avons actuellement 34 personnes. Nous avons 23 personnes en parcours d'insertion, 82% de sorties en emploi ou en formation. Et nous avons un certain nombre d'engagements éco-responsables assez forts, notamment sur la distance maximale de collecte, puisque nous ne dépassons pas 150 km, et c'est assez rare que nous allions jusque-là. Nous avons à peu près 300 tonnes de déchets collectés par an et environ 1000 meubles produits par an. Le taux de valorisation de la matière est assez intéressant puisqu'il est au-dessus de 80%. Ça varie un petit peu chaque année en fonction des collectes, mais c'est toujours au-dessus de 80%. Et puis, cette activité nous permet de proposer plus d'une vingtaine de postes sur plusieurs ateliers dont je vous parlerai après, permettant d'accueillir tous les types de publics qui sont éloignés de l'emploi et qui sont notre cible, et de leur proposer une progression à la fois technique et relationnelle sur leur poste de travail et surtout au cours de leur parcours. Donc, de la même façon, nous avons comme bouc émissaire une accompagnatrice socioprofessionnelle qui les accompagne sur le plan social d'abord et professionnel ensuite. Et nous sommes surtout partenaires de tout un réseau d'acteurs locaux qui sont chargés de l'accompagnement social ou de l'emploi, mais spécifique. Donc, nous travaillons énormément en réseau. Donc, voilà pour vous déterminer en quelques chiffres et quelques mots ce que nous représentons. Alors, quelle est notre vision de l'économie circulaire? Eh bien, peut-être par les trois axes qui définissent notre ADN, qui sont l'économie circulaire, l'économie solidaire et l'innovation. Nous avons depuis le début positionné notre activité sur le domaine de l'innovation. Donc, dans cette vision-là, nous avons posé un concept original de gestion globale des déchets des entreprises et de déchets secs des entreprises qui part de la collecte sélective et qui va jusqu'à leur valorisation par différentes formes, réemploi, recyclage ou upcycling industriel, qui est le domaine sur lequel nous innovons le plus. Alors, en amont, du coup, Happy Up est un opérateur déchets avec une prestation globale et sur mesure auprès des entreprises et une capacité à développer de nouvelles filières de gestion de déchets. C'est la partie plus innovante de cette partie amont, puisqu'on n'est pas juste un opérateur déchets, on est capable de proposer le développement de nouvelles filières à nos clients. En aval, nous fabriquons du mobilier à partir de rebuts industriels de bois, de textile et de cuir par un process innovant d'upcycling industriel que nous avons mis au point d'abord sur le bois et que nous poursuivons sous une autre forme avec le cuir et le textile. Sur cette photo, vous voyez un de nos ateliers, donc celui de la fabrication de meubles, avec une encadrante qui accompagne un salarié en parcours d'insertion pour la fabrication de panneaux de bois recyclés. Vous voyez l'assemblage de lames d'essence différentes avec les différentes teintes que vous pouvez observer, qui est un peu une marque esthétique qui nous différencie, en vue d'être utilisée bien sûr pour la fabrication de mobilier. Donc ça, c'est une de nos activités. La première étant la collecte de déchets, la seconde étant la fabrication de meubles. Et vous voyez maintenant sur cette photo l'activité qui a commencé un petit peu après les autres, mais qui est en train de prendre une grande ampleur dans notre travail, qui est celle des chutes industrielles de cuir. Donc, les chutes industrielles de cuir ont l'avantage d'être une thématique transversale au sein de Happy Up, puisqu'en fait, nous collectons les chutes, nous les trions, nous les conditionnons, et ensuite nous les valorisons dans notre propre process. Alors, ce secteur-là, il est très important en termes d'insertion. Le premier l'est aussi, évidemment, la menuiserie industrielle est un secteur qui est demandeur d'emploi, et la logistique, le transport, etc., qui est touché par la collecte, en tout cas notre secteur de la collecte est aussi de porteur d'emploi. Donc, chacune des thématiques que nous travaillons, des supports d'activité que nous travaillons, a été choisie parce que c'était aussi des
métiers potentiels pour nos salariés en insertion. Du coup, le cuir, en termes d'insertion, c'est un excellent tremplin vers l'emploi, puisque le cuir, et notamment le luxe, est en train de recruter de façon assez intensive sur tout le territoire national et sur le nôtre également. Ici, vous apercevez un salarié en parcours d'insertion qui assure le tri des chutes de cuir pour lequel nous nous sommes formés assez longuement parce que c'est un monde en soi, le cuir, et il faut savoir le trier par typologie de matière. Donc, il faut savoir l'origine du cuir, il faut savoir comment il a été traité pour pouvoir le trier. Donc, c'est assez délicat, je dirais, mais ça ne pose pas de problème à apprendre. Et également par couleur, là aussi, ça peut être délicat puisque la notion de couleur, elle peut être variable d'une personne à l'autre. Donc, il faut pouvoir suivre des repères qui sont communs à tout le monde. Donc, avec ces chutes de cuir, nous développons une troisième activité qui est celle de la fabrication d'écomatières. Nous le faisons également à partir de textiles, mais la thématique retenue aujourd'hui était plutôt le cuir. Et puis, en termes de gisement, ils sont plus importants sur notre territoire que les textiles que nous utilisons. Donc, ces chutes de cuir sont valorisées en une écomatière recyclée et recyclable qui s'appelle Granisphère. En tout cas, c'est la première que nous avons sortie. D'autres vont suivre et qui nous servent en fait pour la fabrication de nos meubles. Sur la troisième photo, vous avez en fond de photos des paravents qui contiennent ce granisphère, des panneaux en granisphère qui sont montés évidemment avec du bois. On utilise aussi notre savoir-faire sur le bois. Et ces paravents qui ont une vocation séparative et acoustique viennent équiper des lieux, des open space, des bureaux, des salles de restaurant, tous les espaces professionnels qui sont devenus notre spécialité, avec notamment la spécialité des espaces hybrides dont on change éventuellement la fonction pendant la journée. En termes d'insertion, ce secteur est très intéressant parce qu'il touche au secteur des composites qui est très porteur d'emploi et qui souffre d'un déficit d'intérêt des candidats. Donc, nous l'abordons avec une vision très, très éco-responsable. Évidemment, tout ça est un composite très, très écologique, mais ça nous permet de pouvoir intéresser des candidats à ce secteur qui est porteur d'emploi et peut-être, s'ils rejoignent ce secteur-là, d'intégrer des valeurs éco-responsables permettant de participer à l'évolution de ce secteur. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Alors, pour l'avenir, nous focalisons nos efforts de développement sur les écomatières. Nous en avons 3 qui sont en cours de développement actuellement et qui vont permettre notamment de fabriquer des matières complètement usinables à partir de cuir. Donc, ce sera une étape importante parce que dans ce cadre-là, nous pourrons à la fois les utiliser pour nous, mais aussi les proposer à des tiers qui en feront exactement ce qu'ils voudront. Donc, pour ça, on est en train d'installer un nouvel atelier de fabrication, donc du coup notre 3e atelier, et d'investir pour pouvoir fabriquer ces matières. Et puis, chose importante aussi, nous avons depuis 2018 porté un projet qui est en train de devenir collectif, qui s'appelle Ecoval Cuir, qui a eu l'avantage d'être soutenu par la Fondation et qui est aujourd'hui une filière régionale de collecte et de valorisation des chutes industrielles de cuir en vue de leur valorisation maximale. Et qui a pour vocation de devenir nationale avec des partenaires que nous sommes en train d'identifier ailleurs en France, parce que depuis 2016, en fait, on nous demande régulièrement de venir collecter dans des endroits très éloignés de notre base, et on s'est immédiatement posé la question de cette filière. Donc, c'est en cours de structuration et c'est une filière qui est en construction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons encore besoin de soutien pour la développer. Et c'est donc une thématique qui est en train de devenir collective. Voilà pour Happy Up et nos projets de développement. Merci beaucoup, Madame Fernani, pour vos propos. Et on saisit toute la technicité que demande votre domaine d'intervention, mais qui est porteur pour l'emploi. Je laisse la parole tout de suite à notre grand témoin, Monsieur Jean-Marc Brunet de Neptune. Donc, si vous pouvez rapidement nous faire une petite synthèse de cette économie circulaire qui s'est exprimée sur différents domaines et puis nous apporter votre regard sur ce sujet. Avant de me présenter, oui, et de présenter un petit peu ma structure, je voulais simplement revenir sur les 3 présentations que nous avons vues là. Ce qui est très intéressant, ce sont
des associations qui mêlent à la fois de l'économie circulaire et ce pilier social qui est très important, qu'on peut voir dans ces organisations, hein, qui permettent à nombre de personnes en difficulté sociale et professionnelle à un moment de leur vie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir grandir dans ces structures. Et ce que je retiens aussi, c'est le côté on veut toujours faire mieux. C'est-à-dire, c'est vraiment très intéressant de voir que chacune de ces structures a un projet, a des projets, mais des projets raisonnés, des projets intelligents, d'investir, d'aller plus loin, je veux dire, par exemple, ce projet de faire des abris à vélo avec le reste des cadres, je pense que c'est une très bonne idée. C'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Et je pense que c'est aussi dans ce sens que toutes les organisations qui sont, les organisations, les structures, voire des entreprises, voire des associations, doivent aller dans ce sens-là. C'est toujours pousser le bouchon un petit peu plus loin pour savoir comment on peut mieux avancer. Donc, je suis Jean-Marc Brunet, moi je suis directeur de l'association Neptune. L'association est basée à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Elle accueille une centaine de personnes en difficulté sociale et professionnelle à un moment de leur vie. Nous, on avait un slogan quand cette association s'est montée dans les années 94, c'était le travail par la fiche de paye. Voilà. On propose donc à nos salariés un travail rémunéré pour proposer ce travail. Nous, on fait de la collecte et on traite des apports de meubles, de toutes sortes d'objets et aussi des denrées alimentaires que nous trions, que nous valorisons, que nous réparons, nous produisons, nous revendons dans nos ressourceries de Montreuil, excepté les denrées alimentaires qui sont uniquement destinées, selon deux modalités, à offrir un repas à midi aux salariés en insertion et aux personnes en tige que nous accueillons, hein, puisqu'on accueille une centaine de tiges aussi dans notre organisation chaque année, et de permettre aussi à ces personnes de pouvoir récupérer de l'alimentation pour eux et pour leur famille. On a, du fait de nos ressourceries, on s'intègre bien sûr dans le schéma de l'économie circulaire. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'aller le plus au bout, nous, on essaie aussi de diminuer au maximum le recyclage par la fabrication, par voir comment on peut aussi remettre sur le marché un certain nombre de choses en réparant, en faisant au travers de nos ateliers. Outre le fait de favoriser le réemploi, de faire de l'insertion, il y a une chose aussi importante qui se passe dans nos lieux, dans les lieux où on est au contact de grand public, je veux dire que ce soit nos ressourceries ou que ce soit des ressourceries spécialisées, c'est la sensibilisation de nos salariés et du grand public. Je pense que c'est important aussi d'essayer aussi de modifier les comportements aussi des personnes les plus proches aussi de nos lieux. Dans mes expériences, je vous parlais aussi un peu de mes expériences passées et actuelles, j'ai eu l'opportunité aussi de contribuer à l'émergence des téléphones reconditionnés, dont ont pu bénéficier Back Market et Recommerce, qui sont deux gros acteurs aujourd'hui du téléphone reconditionné, pour lesquels j'ai accompagné un petit peu la méthode de certification et tous les points de contrôle qu'il fallait aussi faire pour qu'un téléphone reconditionné soit vraiment reconditionné et qu'il soit prêt à être mis sur le marché. J'ai aussi, dans l'économie circulaire, tenté aussi d'autres choses avec le jeu, où nous avons monté une structure à partir d'un projet avec des Anglais et des Espagnols. En Angleterre, les Anglais exploitaient des magasins qui s'appellent des scrap stores, c'est-à-dire des magasins qui ramassent des déchets. Et ces déchets, plutôt que de les jeter, les mettaient à la disposition des écoles. Donc on a fait un grand programme, je veux dire, européen sur le jeu libre, et on a installé des grandes boîtes à jouets dans des écoles, uniquement avec des objets de l'économie circulaire, que des objets disparates, donc il n'y avait pas de jouets. Donc c'était aussi une manière aussi de sensibiliser les enfants, de voir aussi un petit peu ce qu'on pouvait faire aussi avec des objets récupérés, et éventuellement de diminuer aussi le nombre de jouets et de pouvoir faire jouer aussi un maximum d'enfants dans les cours d'école. Donc on voit au travers de
toutes ces activités liées à l'économie circulaire, la multiplicité d'usages et d'impact social que l'on peut avoir de façon sociale et environnementale. Je pense aujourd'hui que l'économie circulaire, outre le fait d'être des choses très techniques, doit être aussi une conscience collective, elle doit être citoyenne. Chacun a son rôle à l'intérieur, que ce soit les politiques, les entreprises, les citoyens et la société civile. C'est véritablement un changement de paradigme, nécessitant des changements de comportement de chacun, tout en faisant attention quand même à une chose, à ne pas retomber dans un phénomène d'hyperconsommation et de veiller à ce que ce ne soit pas aussi du greenwashing. Ça, je pense que c'est important. Je veux dire, on voit, je veux dire, avec la loi AGEC là, qui est sortie le 20 février 2020, que nous avons, je veux dire, quand même des petits sujets de réflexion quand on voit quand on échange des t-shirts avec des bons de réduction dans le magasin, quand on ramène sa marchandise. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Donc je pense qu'il y a aussi énormément d'entreprises, d'organisations qui testent des choses, qui sont en train de voir comment aussi s'organiser. Je pense qu'il faut aussi veiller à ce que ces impacts, on parle d'ODD, de développement durable, et qu'on ait bien les impacts économiques sur les 3 volets, hein, que ça soit bien économique, social et environnemental. Et je pense que si à un moment donné, on se rend compte qu'on est un peu faiblard sur un sujet, il faut peut-être se poser la question et de voir comment on peut redresser la barre. Je pense que nous sommes à un moment donné de la préservation des environnements et des ressources et de l'environnement, de la santé. Ça devient primordial pour nous, pour la future de l'espèce humaine. La planète, elle s'en sortira toujours. Pour moi, l'économie circulaire, elle doit être à tous les étages de l'économie, certes, avec de l'ingénierie, du progrès, de l'innovation, comme on a pu le voir au travers de tous les témoignages des précédents interviews tout à l'heure. Et je pense aussi que notre société aussi, elle doit faire preuve de bon sens et aussi de respect. Et je pense que je conclurai là-dessus du bon sens et du respect. Pour ce qui est de l'économie circulaire, je vous parlerai aussi d'un dernier projet qu'on a, puisqu'on chacun donne un peu ses prévisions. Il y a un très beau projet qui va se mettre en place dans la ville de Montreuil, qui est soutenu par l'ADEME, qu'on tient à remercier, et par la Caisse des territoires, puisque dans le 93, va être créée pour la première fois une rue totalement dédiée au réemploi, où à l'intérieur, on aura à la fois 9 ressourceries et qui pourront accueillir entre 50 et 60 personnes en insertion. Donc ça, c'est un beau projet. C'est un projet pour le futur. C'est un projet qui se mettra en place en 2025. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro dédié à l'économie circulaire. Merci pour la présentation chacun de vos expériences, activités, modèles, proposant des alternatives au modèle traditionnel. Et puis, merci de nous amener chacun en tant que citoyen, consommateur et citoyen, à réfléchir dans ce monde aux ressources finies. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour poursuivre le petit journal avec une saison 3 tout au long de l'année prochaine. Merci à tous.